cet homme d'affaires de l'Oklahoma est accusé d'avoir voulu engager un tueur à gages pour éliminer 2 parents à qui il avait vendu sa maison il y a plus de 10 ans. Au cœur de cette histoire se trouve un procès intenté par ces 2 parents et des chauves-souris. Beaucoup de chauves-souris. Ce que le suspect dans cette affaire aurait dit a conduit la police à le poursuivre pour sollicitation de meurtre au premier degré contre rémunération. Nous suivons l'affaire avec Law & Crime, je suis Chris Stewart. Le processus d'achat d'une maison est stressant, c'est le moins qu'on puisse dire. Si vous l'avez déjà fait, il y a beaucoup d'argent en jeu. Il y a de nombreuses étapes à suivre, ce qui est stressant que vous achetiez ou vendiez une maison. Mais il est rare de voir des cas où une des parties essaie prétendument d'engager un tueur à gages pour éliminer l'autre partie. Mais c'est exactement ce dont il s'agit dans cette histoire. Donc, pour comprendre pourquoi le suspect dans cette affaire, il s'appelle Keith Cathey, aurait voulu tuer un couple. Il faut remonter à 2015, c'est le 17 mars que Cheryl et Mike Fritz cherchaient une maison à Tulsa, dans l'Oklahoma. Les Fritz, ils étaient de jeunes parents. Ils cherchaient un endroit pour élever leurs enfants et ils ont trouvé ce qu'ils pensaient être l'endroit parfait, la maison de leurs rêves dans la région de Tulsa. La maison était vendue par Keith Cathey. Selon LinkedIn, il était un vendeur d'appareils médicaux à succès, 7 fois lauréat du club du président. Les documents du tribunal montrent que Keith Cathey avait mis la maison en vente en février 2015 et il semble qu'il ait finalement trouvé ses acheteurs, les Fritz, quelques mois plus tard. Les documents du tribunal révèlent que Cathey a affirmé qu'il ignorait tout problème dans la maison. Il affirme n'avoir eu connaissance d'aucun problème concernant les murs, plafonds, fondations, sous-sol, abris anti-tempête, sol, fenêtres, portes, clôtures ou garages, tout semblant en bon état selon les documents signés. Maintenant, si vous êtes déjà passé par ce processus d'achat de maison, faire accepter une offre, ce n'est vraiment que le début du processus, car avant de conclure la vente, vous devez faire une inspection et vérifier s'il y a quelque chose qui ne va pas avec la maison. Donc, sans problème connu concernant la maison, les Fritz ont fait une offre et ont acheté la maison à Cathey pour 445 000 $. Les documents montrent qu'une inspection a eu lieu et qu'aucun problème majeur n'a été relevé, sauf quelques mises à jour d'appareils électroménagers. Le rapport des exterminateurs n'a signalé aucun problème. Maintenant que tout semblait en ordre, les Fritz ont finalisé l'achat de leur nouvelle maison de rêve le 7 mai 2015 l'année. Et quand on emménage dans une maison, il y a toujours des choses qui vont surgir, qu'il faut réparer ou gérer, et qu'on n'avait peut-être pas remarqué pendant le processus d'achat. Cela arrive souvent, mais rien à voir avec ce que les Fritz disent avoir vécu quelques jours seulement après être entrés dans leur nouvelle maison. Donc, 2 jours après leur emménagement, nous sommes le 9 mai. Ils disent avoir trouvé une flaque d'eau sur le sol de leur maison. Et ils ont également trouvé des joints et des appuis de fenêtres. Des insectes morts ont aussi été trouvés sur les rebords de fenêtres du salon et d'une chambre à l'étage. Les problèmes ont continué. Le lendemain, qui était la fête des mères, les Fritz ont vu de l'eau s'infiltrer dans la maison depuis la salle de bain principale. Puis, alors qu'ils nettoyaient en cela, les documents indiquent que de l'eau a commencé à couler dans le salon de la maison à travers un haut-parleur au plafond. Le mois suivant, ils ont vu plus d'insectes morts dans la baignoire de la maison. Ensuite, Cheryl a eu une éruption cutanée ressemblant à un coup de soleil sans raison. Passons au 9 juin, moins de 2 mois après leur installation dans cette maison. Et ils ont remarqué une accumulation importante de déjections fécales sur la terrasse. Et quand ils ont découvert de quoi il s'agissait, ils ont compris qu'ils avaient peut-être un problème de chauve-souris. Les documents indiquent que les Fritz ont continué à faire face aux fuites d'eau et aux éruptions cutanées pendant des semaines. Ils ont engagé un exterminateur qui a découvert ces insectes morts dans leur maison. On les appelle des punaises de chauve-souris, très similaires aux punaises de lit. Mais ensuite, cette maison de l'horreur a continué parce que les Fritz ont alors commencé à chercher des chauves-souris pour essayer de comprendre comment ces animaux accédaient à leur maison. Et les Fritz ont dit qu'ils voyaient si les chauves-souris entraient et sortir de la maison et qu'ils pouvaient entendre des chauves-souris à l'intérieur des murs de la maison. Ils avaient donc un gros problème sur les bras. Ils ont dit que les problèmes d'eau ont continué jusqu'en décembre lorsqu'ils ont vu de l'eau couler dans la maison depuis un plafonnier. Les Fritz n'ont pas gardé leurs problèmes, ils les ont rendus publics. Ils ont accueilli la chaîne de télévision locale de Tulsa, KO Télévision, chez eux pour raconter leur histoire. Les Fritz ont poursuivi Keith Cathey en mai 2016. Ils l'ont accusé de cacher les défauts de la maison et affirmé que Cathey connaissait ses problèmes lors de la vente. Ils écrivent qu'ils ont trouvé de la laine d'acier utilisée pour bloquer les points d'accès des chauves-souris dans la maison et qu'ils ont également trouvé des récipients d'ammoniac jetés dans le grenier.
ce qui est une méthode pour traiter les infestations de chauves-souris. Un jury a accordé à la famille Fritz 546 000 $ et, avec les frais ajoutés, le montant total a dépassé 1 million de dollars. Cette affaire a duré une décennie avec des allers-retours en appel, mais elle a été finalisée en juillet de cette année. Kid Katy ne l'a apparemment pas bien pris. Et c'est ainsi qu'on en arrive au point où il aurait tenté d'engager un tueur à gages pour tuer Fritz. Les rapports de police montrent que le 17 avril, donc avant que le procès ne soit finalisé, Kid Katy avait fait venir un plombier chez lui. Kid vit à Broken Arrow, une banlieue de Tulsa, Oklahoma. Ce plombier, déjà employé par Katy selon la police, finissait son travail en discutant avec Kid Katy. C'est alors que Katy a mentionné certains de ses récents problèmes juridiques. Et il dit au plombier qu'il vient tout juste d'avoir un jugement d'1 million de dollars contre lui. Avant de reprendre sur l'affaire, l'une des émissions YouTube les plus vues, je dois parler de notre sponsor Morgan, le plus grand cabinet d'avocats spécialisé en blessures aux États-Unis. Ils ont plus de 1000 avocats et gagnent souvent. Ils ont obtenu plus de 25 milliards de dollars pour plus de 500 000 clients. Récemment, un client en Floride a obtenu 12 millions de dollars alors que l'assurance n'offrait que 350 000 dollars. En Pennsylvanie, un client a reçu 26 millions de dollars, soit 40 fois l'offre initiale de l'assureur, 650 000 dollars. Et un autre client en Pennsylvanie a reçu 29 millions de dollars après qu'on ne lui ait proposé que 500 000 dollars. Même si vous pensez que votre affaire ne vaut pas des millions, pourquoi ne pas défendre ce que vous méritez? Morgan rend le dépôt d'une réclamation tellement facile. Vous pouvez le faire en seulement 8 clics simples sur votre téléphone. Si vous êtes blessé et devez réclamer, allez sur www.forthepeople.com/cotc. Scannez ce QR code à l'écran ou cliquez sur le lien ci-dessous. Katy aurait alors dit au plombier qu'il lui donnerait 100 000 dollars pour tuer les personnes qu'il avait poursuivies en justice. Au début, le plombier a dit qu'il avait un peu tout pris à la légère, pensant que Katy plaisantait, qu'il se défoulait peut-être un peu. Mais ensuite, Katy aurait continué. Il aurait dit qu'il voulait que Fritz soit mort et il a continué à offrir de l'argent au plombier. À ce moment, le plombier s'est senti très mal à l'aise et pensait que Katy était sérieuse sur cette menace. Alors, il a terminé son travail, il est parti et il a appelé la police. Maintenant, ce que Katy ne savait peut-être pas, c'est que le plombier a dit que son entreprise lui fournissait un téléphone. Et la raison pour laquelle il lui donne ce téléphone en particulier, c'est qu'il lui demande d'enregistrer toutes les conversations pendant qu'il travaille. Et cela, c'est pour des raisons de service client. Donc, la police dit qu'ils ont toute la conversation que Katy a eue avec les menaces présumées qu'il aurait proférées contre les Fritz. Plus précisément, voici ce que Katy a dit, je cite, « Ces gens m'ont poursuivi il y a 4 ans après que j'ai vendu ma foutue maison. Ils ont des chauves-souris dans leur maison. Si tu connais un tueur à gages, je donnerai 100 000 dollars pour faire tuer ces gens-là. » Je ne plaisante même pas. Il a ensuite affirmé lors du procès qu'il ne pouvait pas dire au jury que les Fritz avait acheté la maison chez lui 5 ans avant le procès. Mais cette affirmation ne correspond pas aux informations contenues dans la plainte, car Katy a mis la maison en vente en 2015 et il l'a vendue en 2015 aux Fritz. La plainte a été déposée en 2016 et ensuite, vous avez entendu tous les problèmes que la famille Fritz a rencontrés quelques jours seulement après avoir emménagé dans la maison. Donc, Katy mentirait apparemment à ce plombier. Elle a aussi dit « Appelez-moi, je ne plaisante pas. Je vous donnerai 100 000 dollars pour me sauver, je ne plaisante pas. » J'ai même demandé à des sans-abri, je vous donnerai 100 000 dollars en liquide. Je vous emmènerai même à l'endroit et je vous déposerai. Ensuite, il dit, je cite, « J'ai pensé à y aller et à le faire. Ma femme a pleuré et a paniqué parce qu'elle pense que j'irai en prison. » Je me dis, bon, après cet enregistrement, la police dit avoir tenté d'obtenir plus d'informations de Katy. Un officier lui a en fait envoyé un message texte anonyme à propos de son désir d'engager un tueur à gages. Et quand Katy a répondu, qui est-ce ? L'officier a proposé d'aider Katy pour son problème de chauve-souris. Katy a répondu « Ça va, merci ». Kid Katy a été arrêté le 4 septembre, inculpé de sollicitation de meurtre au premier degré. Il a payé une caution de 200 000 dollars. Le journal indépendant a contacté Katy après sa libération. Et tout ce qu'il leur aurait dit, c'est que toute cette histoire était un grand malentendu, mais il n'en disait pas plus. J'ai contacté la famille Fritz, qui a refusé de commenter pour l'instant. Ils nous ont donné les coordonnées de leur avocat, mais il ne nous a pas répondu. Les dossiers du tribunal d'Oklahoma montrent que Mike et Cheryl Fritz ont chacun demandé une ordonnance de protection d'urgence contre Katy. Nous sommes rejoints maintenant par l'avocat de la défense pénale et ancien procureur Matt Mangino. Merci de prendre le temps d'être avec nous sur Law and Crime. Affaire fascinante et très effrayante pour ce couple, j'en suis certain. Vous avez lu les documents d'arrestation ainsi que cette plainte qui remonte à la période 2015-2016.
À quel point le dossier de l'État de l'Oklahoma vous semble-t-il solide? Eh bien, d'après l'affidavit, en lisant les déclarations faites par le prévenu, vous savez, il semblait assez affirmatif sur le fait qu'il cherchait un tueur à gages pour éliminer les acheteurs de sa maison à cause d'un procès qu'ils avaient gagné contre lui. Et vous savez, l'un des éléments révélateurs, c'est que même lorsqu'il parlait à l'informateur, il a dit « Eh, je ne plaisante pas ». Il voulait que ce soit clair. Je ne plaisante pas. Je cherche un tueur à gages. Je suis prêt à payer 100 000 $. Je suis prêt à les déposer à la maison pour qu'ils accomplissent, comme il l'a décrit, cette exécution. Ce sont donc des paroles assez accablantes en ce qui concerne cette accusation de sollicitation. Oui, parce que quand on le lit, au premier abord, c'est exactement ce que c'est. Ça dit que vous essayez d'engager un tueur à gages. Le mobile, c'est ce procès. Voici le couple. Voici leur adresse. Je veux dire, c'est une chose après l'autre, tout semble cocher les cases. Je pense aussi que beaucoup diront, voilà un gars avec un homme à tout faire. Personnellement, je ne parle pas ainsi, mais je connais des personnes très bavardes qui disent parfois des choses pour se défouler. Et il ne savait pas qu'il parlait à quelqu'un qui irait voir la police à ce sujet. Comment fais-tu la différence entre le fait d'être simplement très frustré, tu viens de perdre un procès à $1 million, et en même temps, être inquiet que ce type veuille vraiment faire ça? Oui, tu as raison, Chris. La limite est très fine. Et je pense que, tu sais, l'un des problèmes que les procureurs pourraient avoir avec cette affaire, c'est que dans l'affidavit, l'enquêteur dit qu'il a contacté directement le prévenu et lui a dit, « Hé, tu sais, je peux t'aider, tu sais, avec ce problème de chauve-souris. » Le prévenu a simplement répondu, « Ça va pour moi. » Alors, tu sais, est-ce que ça indique que c'était quelqu'un qui avait juste besoin de se défouler? Et qui, d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvé impliqué dans cette situation avec un informateur? Ou alors, tu penses que c'est quelqu'un qui a finalement abandonné ses intentions? Donc, peut-être qu'à un moment donné, il était vraiment motivé et qu'il voulait vraiment faire du mal à ces gens. Ça ne s'est jamais produit. Et puis, il s'est un peu rétracté plus tard en disant « Eh, tout va bien », quand il a finalement eu quelqu'un qui répondait à sa demande de tueur à gages. Tu es toujours une personne formidable à qui parler car tu as été du côté du procureur et as construit le dossier. Maintenant, tu es du côté de la défense et dois défendre quelqu'un comme ce suspect, Keith Cathy. Si c'était ton client, je veux dire, à quel point serais-tu confiant de défendre cette affaire, sachant que l'argument serait « Écoutez, ce gars a une grande gueule. Il ne s'exprime pas comme beaucoup le voudraient. » Comment penses-tu que ce genre d'argument passerait devant le jury? Eh bien, tu sais, comme je l'ai dit, Chris, je veux dire, j'insisterai vraiment sur ces deux points en ce qui concerne la défense de cette personne. Et ce n'était pas de vraies menaces. Il ne cherchait pas vraiment un tueur à gages. Il est fou. Il se vante un peu auprès de ce type qui fait un boulot, tu sais, en disant je vais m'occuper de ces gens-là, ou je cherche quelqu'un pour le faire, ou même je t'y conduirai et je le ferai moi-même. Aussi, quand tu parles de tu sais, quel est le mobile ici? Eh bien, il n'y a vraiment pas de mobile. Et je vais te dire pourquoi. Oui, il est en colère contre ces gens car ils ont obtenu un énorme jugement contre eux. Mais les tuer ne va pas annuler le jugement. Le jugement est toujours là et ce jugement existerait pour que leurs héritiers puissent le réclamer. Vous savez, ce n'est pas une situation où hey, je veux éliminer ces gens et ensuite je n'aurai plus à payer l'argent. Donc, il faut vraiment essayer d'approfondir cette question pour le jury. Et puis, quand il y en a eu l'occasion, quand quelqu'un l'a appelé et lui a dit, écoute, je peux t'aider avec ton problème de chauve-souris, il a dit, oh non, ça va. Vous savez, il a laissé tomber. Il a retiré sa demande. Donc, c'est là-dessus que j'insisterai dans cette affaire. Et puis, en revenant du côté du procureur, parce que je peux comprendre l'argument qu'il y a plus de 500 000 raisons pour lesquelles il serait vraiment en colère contre ce couple. Je veux dire, c'est une somme d'argent qui change une vie à perdre dans une affaire qui vous fait vraiment reculer. Quel est l'argument, si vous êtes procureur, pour dire « Écoutez, ce jugement aurait peut-être quand même été là, mais la rage d'avoir perdu, et puis apparemment il pensait que c'était un procès injuste qui s'était retourné contre lui ?»
À quel point l'argument du mobile est-il solide si, procureur, vous affirmez que le jugement était la raison de son acte? Eh bien, vous savez, je pense qu'on peut le voir de deux façons. Premièrement, vous savez, il faudrait examiner de plus près quelle somme est due, combien a été payé, est-ce que quelque chose a été payé. Mais l'autre point sur lequel j'insisterai du point de vue de l'accusation, c'est que, il s'agit de vengeance. Le jugement le met en colère, mais il en veut simplement à ces gens de l'avoir traîné en justice. Vous savez, il leur a vendu une maison et maintenant il leur doit 1 million de dollars. Vous savez, je dirais vraiment que c'est plus une question de vengeance que simplement d'essayer d'éviter de payer ce jugement. Il veut se venger d'eux pour ce qu'ils lui ont fait. Et il cherchait activement quelqu'un pour leur faire du mal, pour les tuer. Et l'autre chose que je voudrais vraiment souligner, c'est qu'il a eu toutes les occasions pendant cette conversation de dire, vous savez, je suis juste en colère. Vous savez, je fais juste retomber la pression. Non, il voulait que l'informateur comprenne bien qu'il ne plaisantait pas. Je paierai 100 000 dollars et j'emmènerai le tueur à l'endroit des meurtres. Ce n'est pas juste quelqu'un qui relâche la pression, c'est quelqu'un qui planifie un meurtre. Et c'est là-dessus que j'insisterais si j'étais le procureur. Maintenant, si vous êtes le procureur, vous avez évidemment cette conversation qu'il a eue avec l'homme à tout faire, qui, vous savez, c'est juste intéressant de lire le document du tribunal où il écoute ce type pour qui il a déjà travaillé, et puis tout s'enchaîne, il dit qu'il ne veut pas faire partie de cette conversation. Et ça fait certainement aussi partie de l'affaire, où il s'est senti mal à l'aise parce qu'il trouvait que l'accusé était vraiment passionné à l'idée de vraiment vouloir faire ça. Quelles autres preuves rassembleriez-vous si vous montiez ce dossier au-delà de cette conversation qu'ils ont eue? Eh bien, je chercherai à voir des personnes qui sont proches de lui, de l'accusé, des personnes avec qui il a peut-être travaillé, des personnes avec qui il traînait ou faisait d'autres activités. En a-t-il parlé? A-t-il dit cela à d'autres? A-t-il activement sollicité d'autres personnes pour essayer de tuer les victimes, les plaignants dans ce procès? Donc, ce serait un aspect, beaucoup de travail de terrain pour contacter des gens et essayer d'établir des liens où l'on pourrait retrouver un schéma cohérent de lui cherchant à contacter ou parlant de commettre ces meurtres. Je sais que cette affaire se déroule à Tulsa. Vous exercez en Pennsylvanie. Quelle est généralement la peine pour une accusation de sollicitation de meurtre contre rémunération? Si vous êtes reconnu coupable de cela, si cette seule conversation, il n'y a eu qu'une seule conversation qu'il a eue avec un homme à tout faire, si c'est cela qui conduit à un verdict de culpabilité, quel type de peine pourrait-il encourir, disons, si cela s'était produit en Pennsylvanie? Eh bien, si cela s'était produit en Pennsylvanie, vous savez, il serait confronté à un crime de premier degré qui est passible de 20 à 40 ans de prison. Donc, c'est une infraction très grave et il pourrait être soumis à une peine sévère s'il était finalement reconnu coupable. Et en ce qui concerne un accord de plaidoyer, comment cela se passerait-il? Je veux dire, il vient juste d'être mis en accusation aujourd'hui, donc il y a encore un long chemin à parcourir. Mais généralement, dans une affaire où il cherche peut-être à conclure un accord, vous savez, peut-être qu'il ne voulait vraiment pas mal faire, qu'au fond de lui, il pensait simplement évacuer sa colère. Ce n'est pas arrivé ainsi, mais ils ont beaucoup de preuves contre lui. Quel est le processus pour déterminer à quoi pourrait ressembler un accord de plaidoyer? Eh bien, Chris, comme tu le sais, nous observons tellement de ces procès. Et en réalité, ce qui détermine un accord de plaidoyer favorable, c'est la solidité du dossier. À quel point les procureurs sont-ils confiants de prouver cette sollicitation au-delà de tout doute raisonnable? Et à quel point la défense est-elle confiante de pouvoir défendre cette affaire avec succès? Donc, tous ces facteurs entrent en jeu. Vous savez, il y a de nombreux cas dans lesquels les procureurs sont très confiants dans leur dossier et il n'y a aucune offre de plaidoyer. Vous n'avez pas droit à une offre de plaidoyer dans les tribunaux à travers le pays. Vous savez, vous pouvez dire, et vous pouvez plaider coupable ouvertement à l'accusation de sollicitation et le juge va vous condamner et nous allons demander la peine maximale et vous pouvez plaider ce que vous voulez. Cela arrive dans certaines affaires. Mais franchement, vous savez, dans les affaires sérieuses où les procureurs sont très confiants, ils n'ont même pas besoin de proposer un accord de plaidoyer. L'affaire est portée devant le tribunal et tout suit son cours.
Quel type de jury chercheriez-vous si vous deviez défendre ce client lors d'un procès? Eh bien, je voudrais vraiment des personnes ouvertes d'esprit. Dans beaucoup de situations, euh, les avocats de la défense hésitent à mettre des professionnels dans les jurys, des enseignants, des personnes comme ça, parce qu'ils examinent vraiment les choses sous de nombreux angles différents et ils analysent peut-être un peu plus que d'autres ne le feraient. Dans cette situation, je pense que j'aimerais avoir un jury plus instruit, des personnes qui occupent des postes professionnels et qui pourraient y regarder cela et dire, écoutez, nous disons tous des choses que nous ne pensons pas. Nous devons tous nous défouler. Ce type est en colère car il a perdu 1 million de dollars. Mais essayait-il vraiment de convaincre ce plombier de lui trouver un tueur à gages? Je ne pense pas. Et sans aucune autre preuve pour étayer cela, aucun autre contact avec d'autres personnes, je voudrais qu'un jury dise, écoutez, on a tous déjà été dans cette situation. Il nous arrive de dire des choses que l'on ne pense pas. À moins que vous puissiez nous montrer qu'il a pris d'autres mesures concrètes pour mettre cela à exécution, nous n'allons pas déclarer cet homme coupable. Et je sais que l'ignorance de la loi n'est pas une défense. Mais en même temps, à quel point avez-vous vu que la défense du genre «je plaisantais» est efficace dans certains de ces cas où beaucoup de preuves sont verbales? Oui, je veux dire, c'est un argument légitime à présenter à un jury. Qu'est-ce qui a été fait d'autre dans cette affaire pour mener à bien cette sollicitation? Pour commettre un meurtre. Donc, si j'étais juré, je voudrais savoir, est-ce que c'est plus que ça? Est-ce que ce n'est qu'une conversation que cet homme a eue parce qu'il était en colère et qu'il disait toutes ces choses inhabituelles à un gars qui travaille chez lui? Ou bien avait-il un compte avec 100 000 dollars dessus? Est-ce qu'il est allé acheter une arme en disant, vous savez, je vais la donner à celui qui commettra ce meurtre? A-t-il fait des plans? A-t-il repéré la maison? Est-ce qu'ils l'ont vu sur des images de surveillance en train de tourner autour de la maison des victimes dans cette affaire? Vous savez, en train de préparer un plan pour déposer quelqu'un. Je veux en voir plus. Et si je défendais cette affaire, c'est là-dessus que j'insisterai sans relâche. Je veux en voir plus. J'ai lu la déclaration. Je veux en voir plus que ça si vous allez condamner mon gars pour incitation au meurtre. Et à ce stade, s'ils n'ont que cette conversation où il a fait, je veux dire, c'était le best-of de ce qu'il faudrait dire verbalement pour engager un tueur à gages, pour éliminer quelqu'un si tout cela est vrai. Et pour une affaire qui pourrait se résumer à la perception de savoir si quelqu'un pense qu'il était sincère ou non dans ce genre de situation. Quelle est la différence entre un verdict de culpabilité et de non-culpabilité et comment se déroule un procès? Eh bien, c'est une excellente question. Et vous savez, si je connaissais les réponses à cela de façon affirmative ou avec certitude, je défendrais beaucoup de ce genre d'affaires. Cela pourrait vous faire une réputation. C'est un point valable. Mais je pense que vous savez, ce à quoi cela se résume dans beaucoup de ces cas, c'est que les jurys sont imprévisibles. Vous ne savez pas sur quoi un juré ou un jury va s'appuyer. Vous savez, souvent, que ce soit en tant que procureur ou avocat de la défense, après avoir plaidé des affaires, vous vous attendez à ce qu'un ou deux ou trois points spécifiques soient vraiment les questions les plus importantes dans cette affaire. Et vous voulez vraiment insister sur ces points. Et puis, après un verdict, vous allez voir les jurés individuellement et vous leur demandez, selon vous, quel a été l'élément le plus important? Et ils diront quelque chose que vous pensiez qui n'avait aucune importance ou, selon vous, n'aurait pas influencé ce jury. Pourtant, ils s'y sont accrochés. C'est donc très difficile de prédire ce qu'un jury va faire ou ce qu'un jury considère comme important. L'une des choses qui, selon moi, va aussi contribuer à cette affaire, c'est cet informateur. Comment s'est-il senti pendant que cette conversation avait lieu? D'accord, nous savons qu'il s'est senti mal à l'aise au point d'interrompre la conversation, mais pensait-il, assis là en face de l'accusé, que celui-ci était sincère dans sa volonté de commettre le meurtre de ses plaignants dans le procès? A-t-il ressenti cela? Et il a dû le ressentir ainsi, puisque de toute évidence, il est allé voir les autorités et, de toute évidence, il a interrompu la conversation. Cela pourrait influencer un jury.
Et enfin, Matt, on verra certains de ces cas. Souvent, on évoque des arrestations pour tentative d'engager un tueur à gages, alors qu'en réalité, les forces de l'ordre jouent bien souvent ce rôle, comme cela aurait pu arriver s'il avait répondu à ce message. Et parfois, on voit quelqu'un qui est équipé d'un micro sans se rendre compte qu'il est sur écoute et il dit qu'il paiera telle somme d'argent pour tuer quelqu'un. On voit des tueurs à gages dans les films. Selon votre expérience, notamment comme procureur, les tueurs à gages existent-ils réellement? Oui, je veux dire, je pense qu'il y a certainement des opportunités si vous avez les bonnes, enfin, je devrais dire les mauvaises connexions. Mais oui, je veux dire, il y a des gens dehors qui sont prêts à exécuter un contrat. Et pas seulement ça, il y a des gens dehors qui ne sont pas des tueurs à gages professionnels, mais qui vont tenter de commettre un meurtre ou commettre un meurtre parce que vous allez les payer pour ça. Je veux dire, vous savez, on a vu ça tout récemment dans l'affaire de Donna Adelson. Je veux dire, c'était pas forcément des tueurs à gages professionnels qui sont venus commettre le meurtre, mais vous savez, c'était quelqu'un qui s'est dit, et je peux me faire de l'argent rapidement et m'en sortir. Et là, vous savez, ça ne finit jamais bien. Non, et je crois que c'est le meilleur aspect. Ça ne se termine pas bien. Matt Mangino, merci de nous avoir rejoints. C'est vraiment une affaire fascinante. Encore une fois, c'est très effrayant pour ces victimes. Apparemment, dans cette affaire, nous verrons comment cela évolue. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Chris. C'était l'affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et sur Spotify. Je suis Chris Stewart. À bientôt